Bonjour et bienvenue à la radio Point de Vente Collectif. Cette radio est une conférence téléphonique organisée par l'Association nationale de développement agricole TRAM. Je suis Sophie Christophe, membre de l'équipe projet circuit court de TRAM et je vais animer cette radio aujourd'hui. Vous êtes agriculteur ou salarié engagé dans un point de vente collectif ou porteur d'un projet ou agent de développement accompagnant ce type de projet, cette radio s'adresse à vous. L'objectif est de vous permettre d'approfondir vos connaissances depuis chez vous ou sur votre lieu de travail sur une thématique précise en relation avec les points de vente collectifs. La conférence va durer 1 heure et vous êtes aujourd'hui une vingtaine d'inscrits à nous écouter. Je m'excuse pour le retard, nous avons envoyé des erreurs erronées. Le thème de cette troisième radio point de vente collectif est comment gérer les nouveaux associés dans un magasin de producteurs, nouvel associé, départ, renouvellement générationnel. Pour se mettre d'accord autour de la définition d'un point de vente collectif, nous utilisons ce terme dans le cadre d'un lieu physique utilisé en commun par plusieurs producteurs pour assurer la vente directe aux consommateurs des produits provenant de leur exploitation. Une partie de ces producteurs s'implique dans la gestion du magasin et c'est de ces associés impliqués dans la gestion des points de vente collectifs dont nous allons parler aujourd'hui. Dans un projet de magasin de producteurs, après la phase d'émergence et de démarrage du groupe de producteurs, on assiste généralement à des mouvements. Certains associés partent, d'autres arrivent dans la gestion du magasin. Intégrer un nouvel associé ou gérer un départ sont des étapes très importantes dans un magasin de producteurs. Au cours de cette radio, nous allons y aborder des questions telles que quelles sont les situations qui amènent un mouvement d'associés, quelles sont les conséquences sur le magasin et son fonctionnement, quelles méthodes ou idées pour gérer ces mouvements d'associés au sein du magasin, comment bien accueillir un nouvel associé, comment gérer le départ d'un associé gênant, comment favoriser une bonne transition au magasin entre un associé qui prend sa retraite et son successeur, quels conseils apporter pour traiter de ces problématiques. Pour traiter ce sujet, nous recevons 3 témoins. Marie-Odile Smets, agricultrice et membre de la coopérative au panier vert à Frelingen, près de Lille. Frelingen. Bonjour. Bonjour. Philippe Babaudou, agriculteur et membre de la coopérative Saveurs Fermières à Limoges. Bonjour. Bonjour. Et Yves Leguet, expert dans les relations humaines au sein des petites structures, notamment agricoles. Bonjour. Bonjour. Chaque témoin interviendra une dizaine de minutes sur la thématique et puis nous répondrons à vos questions à partir de 14h10 pendant une vingtaine de minutes. Nous recevons vos questions par SMS au 06 82 80 01 96 06 82 80 01 96 ou par mail à Marion Vandenbulk, M. Vandenbulk, VANDENBULCKE, @tram.org, TRAME.org. Je vais répéter, 06 82 80 01 96 ou par mail à m.vandenbulk, VANDENBULCKE, @tram.org, TRAME.org. Donc, je poserai vos questions aux intervenants pour vous. Une dernière précision, afin d'assurer l'écoute confortable de la radio, vous pouvez éteindre votre micro au 59 dièse ou sinon je le ferai de manière manuelle également. Nous allons commencer la radio par le témoignage de Marie-Odile Smets. Vous êtes avec votre mari éleveur laitier à la ferme de la Clarine. Vous transformez une partie de votre production en lait et yaourt nature ou aromatisé et en crème glacée. Oui, bonjour. Oui.
et vous commercialisez à la coopérative Panier Vert. C'est ça. Ce point de vente collectif à Frélingien, près de Lille, est ouvert depuis 86 et depuis sa création, des associés sont partis et de nouveaux sont arrivés. Et récemment, vous avez travaillé sur le projet stratégique du collectif. Tout à fait. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter quelques grandes étapes du magasin ? Oui, donc comme vous venez de le dire, la coopérative au panier vert a été créée en 1986, donc quelques d'années après la mise en place des quotas laitiers, pour répondre à une préoccupation de diversification de certaines exploitations qui étaient bloquées dans leur développement par la mise en place du contingentement en production laitière. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, la vente directe est une tradition fortement ancrée et donc des agriculteurs qui avaient déjà l'habitude de travailler ensemble au sein d'une CUMA se sont regroupés entre maraîchers, éleveurs, cultivateurs pour amener en un seul point les produits des uns et des autres. Et donc, 20 ans plus tard, face au développement de l'activité, il y a un point de vente donc, qui a été construit, puisque jusqu'à présent, on était locataire d'une dépendance d'un des adhérents. Et avec la construction du point de vente, il y a eu aussi la création d'un atelier de découpe et de transformation pour tout ce qui est produits carnés. On a été amené à embaucher des personnes dans boucherie, charcuterie, cuisine, et on a aussi développé un atelier pain. D'accord. Donc ce développement en 2006 a amené une forte augmentation de l'activité, puisqu'il y avait beaucoup plus de place dans le nouveau point de vente, ce qui a permis de diversifier la gamme et de faire entrer une bonne dizaine d'associés en relativement peu de temps, en 2 ans on va dire. Donc ça a été un gros coup d'accélérateur pour la structure. Ouais. Et du coup, quelles ont été les stratégies mises en place pour accueillir ces nouveaux associés ? Avez-vous un protocole d'accueil ou un... Alors pour l'entrée d'un nouvel associé, on a une période entre guillemets période d'essai ou de stage en fonction des productions, mais en général de l'ordre de 6 mois, au terme duquel le point de vente collectif et le producteur entrant font le point sur leur niveau de satisfaction, leur capacité à faire face à la demande pour les uns et pour les autres. Et donc, si tout le monde est sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire, pour une radio, le producteur s'engage en versant des parts sociales et en signant les statuts et le règlement intérieur pour intégrer la coopérative. Après, l'accompagnement se fait plus jusqu'à présent. Il n'y a pas eu vraiment de procédure sur ce qui est connaissance ou de formation, je dirais, pour vraiment impliquer les producteurs. Ça se fait un peu, j'ai envie de dire, au fil de l'eau, en fonction des AG où on présente les différentes commissions pour pouvoir permettre aux nouvelles entrants d'intégrer l'une de ces commissions en fonction de ses affinités. Et puis de même pour la participation à la vente dans le point de vente. Oui. Du coup, vous disiez que de nombreux associés présents à la création du point de vente collectif, une partie sont partis à la retraite. Et comment s'est passée la passation entre les différents, avec le départ à la retraite et les nouveaux? Alors on est actuellement en plein dans cette phase de départ en retraite des fondateurs, j'ai envie de dire. C'est une des raisons qui nous a amené à mettre en place la formation sur la réflexion stratégique pour que chacun soit
amenés à se positionner. Les jeunes qui sont en phase de reprise étaient associés à cette formation et donc ils ont pu exprimer aussi leurs aspirations et entendre l'avis de ceux qui sont déjà présents. Et ça nous a permis de construire après au niveau du conseil d'administration vraiment la raison d'être du panier vert par rapport à ces différentes expressions qui ont été permises et favorisées par cette formation stratégique. D'accord. Et en dehors de la formation stratégique, avez-vous eu des départs inattendus ou qui n'étaient pas prévisibles en dehors d'un départ à retraite qu'on peut peut-être prévoir? Et comment les avez-vous gérés? Alors au niveau de départ imprévu, on a eu une adhérente qui a été amenée à cesser son activité pour un cas de force majeure de façon inattendue, comme vous venez de le dire. Et donc il a fallu voir avec elle pour que ce soit humainement le moins difficile possible, même si c'est resté compliqué pour chacun. Il a fallu, du point de vue du point de vente, surtout pallier à l'absence des produits qu'elle fournissait. Donc, en l'occurrence, il a été décidé de produire en interne ce qui était plus assuré par cette productrice. C'est-à-dire par l'atelier de transformation que vous Oui, avez voilà, fait. c'est ça. Dans nos locaux de transformation, on a préparé les produits qu'elle élaborait chez elle précédemment. D'accord. Et vous disiez par un cas de force majeure, c'était décision du magasin ou c'était plutôt une décision C'était une décision de la productrice suite à d'énormes difficultés avec la mutualité sociale agricole. Donc ça a été subi pour elle aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'était pas une décision. Oui. Et pour revenir par rapport à l'accompagnement stratégique que vous avez mené, quelles ont été les étapes clés de Allô, cet accompagnement? Isabelle à l'appareil, bonjour. Alors au niveau de l'accompagnement stratégique, il y a déjà eu une volonté de l'équipe responsable, je vais dire, du bureau de la coopérative de déclencher une réflexion parce que pour l'instant, jusqu'à il y a peu de temps, il y avait très peu de jeunes adhérents impliqués dans le conseil d'administration et beaucoup d'adhérents qui étaient proches d'un départ en retraite. Donc cette préoccupation nous a amené, moi j'avais eu l'occasion de connaître de Tram au travers du Festival des groupes, donc nous a amené à prendre contact avec Tram pour organiser voir ce qui était envisageable de construire pour favoriser justement l'implication des plus jeunes et le passage de relais au sein de la structure. Donc après avoir élaboré une proposition de formation qui a été validée par le conseil d'administration, on a eu une première rencontre auquel étaient associés tous les adhérents pour une journée avec différents outils d'animation qui ont permis à chacun de s'exprimer. Ensuite, on a eu un outil de réflexion stratégique au niveau de chaque exploitation qui a été exploité via un entretien téléphonique d'une heure, donc pour un entretien, je ne vais pas dire individuel, puisque tous les adhérents d'une structure d'exploitation étaient invités à y participer, mais chaque structure d'exploitation prise individuellement avait cet entretien, donc 25 entretiens. Et ensuite, à partir de ce qui a été exprimé dans ces entretiens et qui était à caractère confidentiel, les idées ont été mises en commun de façon anonyme par les animatrices et ça nous a permis de voir un peu les points forts et les points faibles de la coopérative et à partir de là de formuler des projets stratégiques à
à 5 ans, quoi, on va dire. Voilà. Ouais. Et du coup, dans l'accompagnement dans la gestion des associés, qu'est-ce qui ressort de cet accompagnement sur la définition stratégique? Disons que ça a permis déjà à chacun de réfléchir à ce positionnement et puis aussi de se dire est-ce que j'ai envie de m'impliquer davantage dans la coopérative, de prendre conscience de l'importance que peut avoir dans certaines exploitations l'activité avec le panier vert. Parce que c'est vrai que selon le type de produit, ça peut être marginal pour un producteur d'escargots qui a de très nombreux points de vente ou très important pour d'autres structures qui commercialisent une gamme assez diversifiée de produits. Donc les uns et les autres, on souhaite quand même qu'ils soient représentés dans la gestion de la coopérative pour que ce soit transparent et que ça n'oublie aucune des situations dans les réflexions qui sont menées. D'accord. Et pour conclure, avant de passer la parole, est-ce que vous auriez un conseil à donner par rapport au recrutement d'un nouvel associé ou au départ de plusieurs personnes qui partent en même temps? Par rapport à la sortie d'un associé, il faut bien relever et noter pour que ça laisse une trace de la façon dont les choses se sont passées et le pourquoi et le comment on a été amené à ce départ pour pas que ça puisse créer entre guillemets un faux précédent que d'autres se réclament d'une situation identique alors que ça peut être différent sur d'autres points de vue. Donc il faut avoir une excellente mémoire du contexte et ça, il n'y a rien de tel que de le noter. Et pour l'accueil, je pense on a nous aussi encore des progrès à faire sur l'accompagnement des producteurs qui entrent. Mais ça c'est si on a entre guillemets plusieurs nouveaux producteurs qui entrent en même temps, c'est plus facile peut-être de mettre en œuvre une démarche collective. Quand il y en a qu'un qui arrive par-ci par-là, ça doit être plus difficile à appliquer. Merci Marie-Odile pour votre témoignage. Nous allons maintenant donner la parole à notre invité suivant, Philippe Bobodou. Donc, vous êtes éleveur de vaches limousines et de brebis à la Génétouze en Haute-Vienne. La majorité de vos produits sont commercialisés à la coopérative Saveurs Fermières à Limoges. Depuis la création de ce magasin de producteurs en 2003, la coopérative a fortement grandi. Et vous avez ouvert une deuxième boutique en 2010. Pouvez-vous me présenter en quelques mots Saveurs Fermières et les grandes étapes du magasin? Oui, alors ce qui a conduit à la création de la coopérative Saveurs Fermières en 2003, c'est d'abord, ça se situe dans la suite de la crise de la vache folle. Donc c'est d'abord une problématique de rencontre avec les consommateurs qui a conduit quelques personnes à se retrouver autour d'un projet de vente directe de leurs produits. Alors des gens qui avaient des expériences différentes. Qui avaient de l'expérience en circuit court ou pas, d'autres qui faisaient déjà de la production de maraîchage ou de la production de viande. Donc une dizaine de personnes qui se sont retrouvées sur cette problématique. En fait, comment retrouver la confiance des consommateurs qui avaient disparu suite à cet épisode de crise sanitaire. Donc je le dis parce que c'est important parce qu'en fait notre préoccupation par rapport à la viande a été à l'origine de Saveurs Fermières, ce qui nous a conduit à démarrer notre boutique avec un rayon viande au détail, un rayon viande traditionnel et l'emploi d'un boucher pour nous aider dans ce projet dès l'ouverture de la boutique. Et donc la partie viande, boucherie, charcuterie a toujours eu une importance grandissante dans notre magasin. Donc cette première boutique ouverte en 2003 donc s'est développée. Aujourd'hui, après donc une quinzaine d'années, on est aujourd'hui une cinquantaine de producteurs associés, donc coopérateurs, qui sont
donc amenés à tenir des permanences de vente dans les boutiques, puisqu'on a créé, comme vous l'avez dit, une deuxième boutique en 2010 qui est plus proche du centre-ville de Limoges, mais sur le même modèle avec un rayon boucherie traditionnel. L'autre chose importante dans notre développement, c'est que nous avons également en 2009-2010 créé un laboratoire de transformation, un atelier de transformation sur un de nos sites, dans l'optique de mieux valoriser en particulier les avants de bœuf qui pouvaient qui pouvaient présenter des difficultés lors de la commercialisation. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que cette activité de traiteur a développé sa propre gamme pour répondre à une demande croissante de la consommation. Donc aujourd'hui, Saveurs Fermières, sont deux boutiques, 57 producteurs associés dans la coopérative, 30 ou 40 producteurs avec un statut de dépôt-vendeur en plus, et une dizaine de salariés, dont 6 bouchers, charcutiers, traiteurs. Oui. Voilà pour les caractéristiques clés de notre coopérative. Du coup, vous êtes passé d'une dizaine d'associés à 57 associés en 2017. Oui. Comment faites-vous pour accueillir les nouveaux producteurs, les nouvelles associés? En fait, nous, ce qui a motivé l'arrivée de nouveaux producteurs, c'est en fait une demande croissante, un succès qu'on a rencontré très rapidement auprès des consommateurs de Limoges, et donc la nécessité de répondre à une demande croissante dans notre boutique, sachant qu'on a dès le départ plutôt privilégié, on l'a privilégié, mais ça s'est fait aussi comme ça. En fait, on a les adhérents de la coopérative sont plutôt des exploitations agricoles de taille moyenne, voire petite, et on a plutôt privilégié le développement de ce type de fermes plutôt que d'accueillir des très grosses fermes qui auraient pu répondre à la demande par leur seule et unique présence. Donc on a en fait, ce qui nous a conduit à avoir plusieurs producteurs par produit. Alors, ce qui peut conduire à des concurrences internes sur certains produits qu'on est amené à arbitrer. Mais le recrutement des producteurs s'est fait plutôt... alors, à la fois parce que des gens se sont intéressés à la démarche et sont venus nous trouver, mais aussi parce qu'on a été amené à recruter, entre guillemets, des producteurs. Alors, je dirais des producteurs, des produits, mais effectivement, on a plutôt tendance à privilégier le recrutement de producteurs, de faire attention un petit peu au profil des agriculteurs. Ce qu'on souhaite, c'est que ce soit des agriculteurs qui aient conscience que s'investir dans une démarche de point de vente collectif, c'est prenant. Évidemment, il y a des intérêts, mais on vérifie d'abord que les gens sont intéressés par la démarche, qu'ils sont prêts à y passer du temps, qu'ils sont prêts à rentrer dans le cadre, à s'inscrire dans un cadre collectif, plutôt que de privilégier finalement le produit. Ouais. Comment faites-vous pour savoir l'intérêt du producteur à la démarche commerciale? Comment le testez-vous? Je n'ai pas compris, pardon. Comment testez-vous l'intérêt du producteur à la démarche du point de vente collectif? Ça se passe par un entretien et l'entretien avec le producteur, une visite de ferme, la présentation du règlement intérieur, et c'est quelque chose qu'on évalue dans le cadre d'une discussion. D'accord. Comment faites-vous pour impliquer ces nouveaux producteurs dans la gestion du magasin, justement? Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Disons qu'il y a des producteurs qui sont là depuis longtemps et qui commencent à comprendre un peu le fonctionnement de la coopérative, viennent à s'impliquer au fil du temps. Pour les nouveaux producteurs, il y a forcément une phase un petit peu d'observation. D'abord, on a un grand groupe, donc il faut pouvoir trouver sa place au sein de ce groupe. Il y a souvent aussi le réflexe de faire confiance aux gens qui sont là depuis longtemps, puisque ça a l'air de bien fonctionner. On va regarder un petit peu comment ça se passe et puis
on verra comment on arrivera à trouver notre place dans ce groupe-là. On a également récemment travaillé avec le réseau Terre d'Envie, boutique paysanne, pour mettre en place des formations, justement pour essayer de trouver des solutions, proposer des démarches pour animer ce groupe, faire en sorte que chacun y trouve sa place, définir des thématiques, mettre en place des commissions de travail qui vont se charger des différents problèmes qu'on peut rencontrer dans la gestion quotidienne du magasin. Et en fait, on essaye que chacun trouve sa place en fonction des compétences qu'il peut avoir par ailleurs et qu'il peut apporter au groupe. D'accord, donc donner une compétence et une mission à chacun en fonction de ses compétences, justement. Alors à chacun non, parce qu'avec 57 personnes, c'est compliqué, mais disons qu'on essaye d'avoir... donc on a un bureau qui assure la gouvernance de la coopérative, un bureau de 4 personnes, et ensuite un conseil d'administration qui se réunit tous les mois. Et ensuite on a 7 ou 8 commissions de travail qui sont chargées des différents postes de gestion de la coopérative, par exemple l'animation et la gestion du rayon boucherie, la communication interne, la communication externe, le suivi des finances et des comptes, etc. D'accord. Donc nous venons de voir comment vous gérez le recrutement, mais avez-vous eu des départs et depuis la création du magasin, et puis comment les avez-vous gérés? Oui, bien sûr, on a eu des départs. Il y a plusieurs, en 15 ans, il y a eu plusieurs types de départs. Il y a eu les départs les plus douloureux, ce sont des exclusions, c'est-à-dire des producteurs qui, pour différentes raisons pour lesquelles on a constaté qu'ils ne respectaient pas le règlement intérieur et donc se mettaient en faute par rapport au fonctionnement de la coopérative et qu'on a été amené à exclure. Ça s'est produit 2-3 fois. Donc il n'y a rien de plus difficile que de s'arbitrer entre pairs, et du coup c'est très important que la démarche d'exclusion et les motifs qui puissent conduire à cette exclusion soient prévus dans le cadre du règlement intérieur. Il y a ensuite des départs qui sont plus liés au fonctionnement et à l'histoire des fermes, dont des départs à la retraite. Donc soit l'exploitation est reprise, soit elle ne l'est pas. Dans le cas où elle est reprise, généralement il faut accueillir, on accueille le repreneur qui lui aussi va prendre le temps de trouver sa place dans le cadre du fonctionnement. Et puis il y a également des gens qui démissionnent parce que soit ils ont trouvé plus près de chez eux des groupes de producteurs pour faire de la vente directe, mais dans tous les cas ça nécessite un peu d'anticipation. Donc on a dans notre règlement intérieur la mise en place, l'obligation de respect d'un préavis de départ de 2 mois. Généralement, on demande aux producteurs qui souhaitent partir de trouver une personne pour le remplacer, pour lui succéder. Sinon, on essaie de trouver par nous-mêmes, soit par le bouche à oreille, soit par d'autres moyens, les producteurs pour remplacer les départs. Ouais. Donc là, ces 2 cas de départ, il y avait eu donc les départs par non-respect du règlement intérieur et puis des départs souhaités à la retraite. Avez-vous eu d'autres types de départs ou d'autres événements qui ont pu marquer le magasin? Oui, alors il y a eu d'autres, il y a eu forcément d'autres événements en 15 ans. Donc un des événements qui nous avait marqué, c'était suite à un différend dans la définition des objectifs et dans la façon de mener le management de l'entreprise. En fait, la scission du groupe de départ et donc le redémarrage, le redémarrage de notre coopérative par les 6 membres du conseil d'administration restants. Donc, ce qui avait conduit évidemment à pas mal de difficultés. Mais dans ces cas-là,
de toute façon, il faut faire face, et toujours en se rapprochant, enfin, en essayant de ne pas rajouter des sources de conflits supplémentaires, et en s'appuyant le plus possible sur des choses écrites, et en particulier sur un règlement intérieur un peu béton. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous auriez un conseil à donner à d'autres magasins pour gérer au mieux les entrées ou les sorties d'associés, si on peut parler d'entrée-sortie? Oui, bah, les conseils qu'on peut donner, c'est déjà d'essayer de prévoir quels peuvent être les cas qui vont se présenter, d'avoir un règlement intérieur qui puisse permettre de le gérer le mieux possible en prévoyant des démarches. Des démarches pour accompagner les départs ou les recrutements. Et puis c'est d'impliquer aussi les personnes qui partent pour essayer de faire en sorte que le remplacement se passe le mieux possible. D'accord. Merci Philippe. Je vais maintenant donner la parole à notre dernier invité, donc Yves Leguet. Donc vous êtes à la retraite après avoir travaillé plus de 45 ans dans le domaine de la formation pour adultes en lien avec l'agriculture, et vous êtes reconnu dans le monde agricole comme un expert sur les questions des relations humaines. Lors des 15 dernières années, vous avez travaillé avec GAEC et Société, et plus récemment, juste avant de partir à la retraite, vous avez travaillé avec le collectif des réseaux de points de vente collectifs de Rhône-Alpes, Terre d'Envie. Et vous n'intervenez plus en direct, mais vous avez publié « Vivre et travailler en équipe, un GAEC sur le vif » aux éditions de la France Agricole. Et vous avez travaillé sur des vidéos avec agrilearn.fr. Donc on peut retrouver sur agrilearn.fr, agri-learn.fr, avec une série de vidéos sur les relations humaines. Donc sur comment s'engager en groupe et y trouver sa place. De vos expériences et à partir des témoignages précédents, selon vous, quels sont les éléments importants à prendre en compte lors de l'arrivée d'un nouvel associé? Oui, j'étais très intéressé à entendre le témoignage de Marie-Odile et de Philippe. Oui, il y a en effet plusieurs types de nouvel associé. Il y a celui qui a choisi, qui a posé candidature et qui est intéressé par la formule coopérative et qui demande à entrer parce qu'il y a un intérêt pour écouler ses produits, certes, mais enfin il entre en connaissance de cause. Et puis il y a ceux qu'on va chercher parce qu'on manque de produits et les responsables du magasin sont plutôt demandeurs. Et puis enfin, il y a celui qui entre simplement, je m'exprime peut-être mal, mais il a repris l'exploitation d'un partant et donc il se trouve de fait propulsé dans le magasin. Ça crée pas forcément les mêmes conditions pour entrer dans le magasin. Il me semble important que, enfin ça a été indiqué, mais que tout soit mis en œuvre à la fois pour choisir, même si on va le chercher, et peut-être surtout si on va le chercher, choisir le nouvel associé. Un magasin de producteurs, c'est pas un endroit où on entre et on sort librement. Pour sortir, Philippe l'a dit, il y a un préavis, et pour entrer, là je crois que c'était Marie-Odile qui l'a évoqué, il y a une période de stage. Donc, moi il me semble que, certes, il faut que le producteur ait des bons produits, il faut qu'il puisse assurer avec régularité ses approvisionnements, mais le plus important, et je crois que c'est Philippe qui l'a dit, il faut qu'il soit dans l'esprit du magasin, c'est-à-dire que il adhère à l'idée même de collectif et de collectif auquel il va devoir
apporter une contribution en énergie, en temps, dans lequel il va s'intégrer et auquel il va appartenir, comme on appartient à une famille. Il me semble que l'état d'esprit du candidat doit être apprécié. Alors, Philippe l'a indiqué, on se rend sur place pour voir son exploitation, voir comment ça fonctionne et dans quelles conditions il produit, et puis on s'entretient avec lui. Et on pourrait rajouter, mais on le voit aussi à l'œuvre dans les commissions auxquelles il participe, au moins une si possible, et puis on le voit à l'œuvre au magasin quand il est en permanence. Ça a été très peu évoqué, les permanences, par Marie-Odile et Philippe. Quand il est en permanence, on voit sa relation avec les autres personnes, on voit sa relation avec le client, évidemment, on voit la façon dont il est capable de parler des produits, des siens propres et puis de ceux des autres producteurs. Bref, ce qui me semble tout à fait essentiel, c'est que ce producteur arrive à trouver sa place. Et ça, Philippe a insisté là-dessus. Il faut vraiment que, en quelques mois, après une phase inévitable d'observation, il soit intégré dans le groupe et il soit actif et qu'on le sente actif et partie prenante. Et je vois bien que là, chez l'un comme chez l'autre, c'est une difficulté, vous avez dit, pour intégrer les jeunes, pour qu'ils prennent toute leur place, etc. On connaît ça dans d'autres organisations, mais c'est particulièrement vrai, je crois, dans les magasins de producteurs, parce que le jeune, il est souvent jeune parent avec des jeunes enfants, il est endetté, il est en phase de démarrage de son exploitation, il est sollicité de toutes parts et en plus il est un peu débutant et donc tout ça fait que il y a un risque de dispersion et que c'est pas facile pour le jeune de prendre sa place. En plus, comme il est jeune et inexpérimenté ou jugé tel, les vieux, alors ça on n'a pas parlé des vieux, mais moi qui le suis, je me sens autorisé à en parler. Les vieux laissent difficilement la place aux jeunes, en tous les cas dans ce que j'ai observé, et j'ai observé aussi qu'il y avait quand même assez souvent des conflits de génération, ou alors les jeunes se débarrassent complètement de la préoccupation du magasin, ils laissent ça aux gens expérimentés comme Philippe ou comme Marie-Odile en disant voilà, ces responsables savent gérer le magasin et nous on leur fait confiance. Voilà, mais ça c'est un danger. Et justement, avec cet exemple, comment faire pour éviter cette fracture générationnelle et cette séparation? Quelle serait la meilleure action à mettre en place dès le démarrage? Je vais me référer à ce que j'ai observé. Je ne me base pas sur ce que Marie-Odile et Philippe ont pu dire. Je vais me référer à ce que j'ai observé dans l'un ou l'autre magasin qui ont de l'ancienneté. Les agriculteurs en place, je vais oser dire les vieux, les anciens, allez, on va dire les anciens, sur qui repose, en plus qui sont les pionniers, sur qui repose le succès du magasin, peine parfois, en tous les cas c'est ce que j'ai vu, à écouter vraiment les jeunes. Et les jeunes sont quelquefois maladroits dans leur façon d'exprimer leurs revendications, dans la façon de se mettre en avant, ou ils n'osent pas le faire. Alors soit ils n'osent pas, et on ne va pas les les et on se plaint que les jeunes ne veulent pas s'impliquer, soit ils osent, mais ils l'osent avec un peu de maladresse et les vieux se sentent, les anciens, les pionniers, se sentent remis en cause par des blancs-becs qui devraient d'abord faire leurs preuves avant d'ouvrir la bouche. Donc voilà, ce conflit de génération, on connaît ça dans les familles, on connaît ça partout, hein, c'est humain, mais il me semble important que les anciens donnent la parole aux jeunes et surtout les engagent dans les commissions, dans les actions, pour les voir à l'œuvre et que que les jeunes se voient confier des responsabilités qui vont les obliger à se dépasser, c'est-à-dire dans lesquelles ils vont pouvoir mouiller la chemise, mais s'obliger à se dépasser, mais aussi réussir, de façon à prendre de l'assurance et à développer l'estime de soi au sein du magasin. D'accord. Et si malgré tous ces efforts réalisés d'intégration de nouveaux associés, de travail entre les générations,
Mais il y a des problèmes avec une personne ou avec un ou deux producteurs. Avez-vous des conseils, des recommandations pour se séparer ou pouvoir faire comprendre que peut-être qu'ils ne rentrent pas dans la coopérative, dans le magasin de producteurs? Alors, exclure, on va dire ça, parce que pour employer un mot brutal, exclure un associé, Philippe l'a dit, c'est quelque chose de très douloureux, c'est quelque chose de très difficile. Et il me semble qu'à certains moments, c'est inévitable. Sauf que mettons en œuvre tout ce qu'on peut pour ne pas en arriver là, pour ne pas être obligé d'en arriver là. Par conséquent, Philippe a insisté, le règlement intérieur est très important. Il faut que les règles soient clairement exprimées, clairement écrites. Alors non seulement écrites, mais il faut qu'elles soient connues de tous, et pas seulement rangées dans un placard qui prend la poussière, mais il faut qu'elles soient acceptées, c'est-à-dire que les gens, les producteurs nouveaux qui rentrent doivent, ça a été dit, signer, mais il ne faut pas qu'ils signent en aveugle, il faut qu'on discute du règlement intérieur et de la signification de ces règles, acceptées et respectées. Or, les règles ne sont jamais totalement respectées, ou pas par tout le monde, donc il y a des déviants, il y a des déviances plus ou moins acceptables, plus ou moins graves, et il me semble qu'il est du rôle du bureau, puisqu'on a parlé du bureau tout à l'heure, il est du rôle du bureau de confronter, c'est-à-dire de rappeler à l'ordre les déviants. Et quelquefois ça peut être une déviance involontaire, et quelquefois c'est une déviance consciente, et que le déviant essaye de cacher, comme par exemple acheter des produits à l'extérieur pour les revendre en disant que ça a été produit chez lui. Voilà, ça c'est une démarche c'est quelque chose qui est extrêmement grave, qui contrevient au règlement intérieur. Sauf cas particulier, etc. Et donc là, il appartient au bureau de le réprimander de façon très vigoureuse et de le mettre en demeure en lui donnant un délai de changer sa pratique, un délai qui n'est pas trop long, et puis de vérifier, et puis de l'aider, parce que peut-être que le déviant dévie parce que il est le couteau sous la gorge, parce qu'il n'arrive pas à faire face, parce qu'il a des problèmes personnels, parce que il y a des tas de raisons. Donc il ne s'agit pas de condamner la personne, mais il s'agit de le soutenir pour l'aider à surmonter sa difficulté momentanée. Et si c'est quelqu'un qui est de mauvaise volonté et qui cache et qui recommence, en effet, arrive un moment où il faut lui dire, écoute, tu n'as plus ta place parmi nous, et donc tu dois t'en aller. Ah, et ça c'est douloureux, je conçois tout à fait que c'est douloureux, mais c'est nécessaire pour la survie du magasin, pour le respect du consommateur aussi, à qui on garantit une charte, on garantit des engagements du magasin. S'il y a des producteurs qui ne le respectent pas, il appartient au bureau, aux responsables de faire le ménage. Ah, c'est dur à dire, mais c'est quand même un moment nécessaire. Oui, c'est pour maintenir la survie du magasin et son projet au magasin et ses valeurs. Et absolument. C'est une question de survie du magasin. Oui, on ne peut pas laisser les choses aller à volo. Oui. Le temps presse pour pouvoir répondre aux questions des auditeurs. J'avais toutefois une question avant de vous poser. Avant de passer la parole aux auditeurs, c'est comment s'assurer d'une bonne entente entre associés pour éviter, pour garantir un respect des règles et une discussion et une confiance entre associés également. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu le tout début de votre phrase. Comment s'assurer d'une bonne entente entre associés et ainsi éviter les départs anticipés et les... Bon, alors la bonne entente, elle se construit. Il n'y a pas une règle magique. La bonne entente, elle se construit lorsqu'on travaille ensemble, lorsqu'on rigole ensemble, lorsqu'on fait des choses ensemble. C'est le cas des commissions, c'est le cas des journées portes ouvertes, c'est le cas des fêtes. Mais c'est aussi le cas de tout simplement quand on est à 2 ou 3, ou 5 ou 6 ensemble dans le magasin et qu'on travaille côte à côte. Et c'est aussi quand on va en visite les uns chez les autres. Donc toutes les occasions qu'on a de se rapprocher les uns des autres, de travailler ensemble, sont des occasions de développer, de cultiver la bonne entente et en même temps d'avoir un œil, je ne suis pas pour la suspicion systématique, mais enfin d'avoir un œil sur le comportement juste et adéquat de chacun des membres.
Voilà, et plus on va être en proximité les uns avec les autres, et plus ce sera facile de dire aux copains, oh là, attention, là, je crois que tu déconnes, est-ce que tu n'es pas en train de transgresser la règle? D'accord. Voilà. Merci beaucoup, merci Yves Leguet. Je vous propose de passer la parole aux auditeurs. Comme prévu dans le programme, nous aurons une petite vingtaine de minutes sur les questions des auditeurs. Nous avons une première question de Laurence Rouer du réseau CIVAM en Poitou-Charentes pour Marie-Odile Smets, éventuellement Yves Leguet si vous voulez rajouter quelque chose, qui est comment et quand aborder les départs en retraite d'un membre. Souvent on peut s'attendre à ce qu'il y ait un départ à la retraite qui arrive, mais comment l'aborder avec la personne en question pour pouvoir anticiper son départ? Donc, Marie-Odile Oui, c'est une question difficile et la réflexion stratégique a été l'occasion de pouvoir le faire sans scrupule, j'ai envie de dire. Et on observe que certains agriculteurs réfléchissent très en amont et à la limite 2 à 3 ans avant leur départ prévisible en retraite sont déjà en réflexion sur comment ça peut se passer, que ce soit avec un de leurs enfants ou avec la recherche d'un tiers pour reprendre l'activité. Et d'autres producteurs sont beaucoup moins dans l'anticipation. Je pense que agriculteurs, on l'est tous, mais on n'a pas forcément la même façon d'aborder l'avenir et de se confronter aussi à la question du départ en retraite. Donc je pense que vu le fonctionnement, dans le nord de la France, on a un fonctionnement principalement en fermage, donc avec une complexité de transmission supplémentaire. Donc le délai de 18 mois me semble un minimum pour envisager ça. Néanmoins, on a observé au sein chez certains de nos adhérents que leur fils ou leur fille était installé alors que on ne le savait même pas. C'est parce que on nous a dit il faut faire le virement sur tel compte au nom de tel ERL ou de tel GAEC maintenant qu'on a appris que il y avait eu l'installation d'un jeune sur l'un ou l'autre des adhérents. Donc après, moi je vous dis à 18 mois, 1 an, là, on a rencontré tous les adhérents suite à la formation et il y en a un qui nous a annoncé qu'il partirait en retraite au 1er novembre, donc dans 5 mois. Mais on n'a pas d'autres horticulteurs pour nous fournir les fleurs d'ici là, donc ça va être assez compliqué. D'accord. Et ça pourrait être préjudiciable du coup pour le point de vente s'il y a des produits en moins sur cette activité-là. D'accord. Est-ce que Yves Leguet, vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à cette question sur aborder les départs à la retraite qui sont plus ou moins prévisibles et finalement le magasin n'est pas forcément tenu au courant à l'avance? Oui, en effet, il faut que le magasin mette en place un système annuel de questionnaires ou quelque chose comme ça pour demander aux plus anciens jusqu'à quand ils en ont, quoi. Parce que je vois bien que certains anciens sont eux-mêmes dans le déni de leur propre départ à la retraite. C'est même pas qu'ils veulent le cacher, c'est qu'ils veulent se le cacher à eux-mêmes. Donc le magasin leur rendra service en leur posant la question, dis donc, quand est-ce que tu pars à la retraite? Tu as 58 ans, tu as 60 ans, tu as 65 ans, tu as 83 ans, enfin je crois qu'il n'y en a pas, mais quand est-ce que tu pars à la retraite? Et je comprends la délicatesse de la chose parce qu'il peut croire qu'on le traite de vieux et qu'on veut le mettre dehors. C'est pas ça, mais 2 à 3 ans avant, je trouverais ça très bien. Moi, 18 mois, c'est vraiment le minimum. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, le contrat d'engagement, nous avons un contrat d'engagement renouvelé tous les ans, ça suffit pas forcément à ce que la personne en transmission nous informe, sachant que c'est aussi un sujet sensible et qui se traite souvent en catimini et dans le secret quand il s'agit de transmettre à un tiers et ça facilite pas la transparence des informations. Voilà, c'est dommage. Oui, tout à fait. Nous allons passer à une deuxième question. Donc c'est une question d'Elsa Bateau du Ségard qui pose une question plutôt à destination de Philippe Babaudou.
Est-ce que le repreneur d'une ferme est directement accepté par le groupe ou est-ce qu'il y a quand même une procédure d'enquête ou d'apprentissage de qui est cette nouvelle personne? Alors ça va dépendre des situations. Dans le cas où le producteur en question est adhérent de la coopérative, la ferme étant, la structure étant adhérente de la coopérative, il y a des parts sociales qui sont engagées. Donc si le producteur, si en fait le producteur reprend la ferme, il y a un transfert de parts sociales qui se fait automatiquement. Et évidemment, ça c'est une discussion qu'on peut avoir avec l'agriculteur précédent pour enfin, disons, avoir son avis sur son repreneur. Nous, la principale préoccupation, c'est encore une fois d'être sûr que le producteur repreneur s'engagera, s'insérera dans la démarche du point de vente avec les mêmes motivations, les mêmes objectifs que son prédécesseur. Après, c'est évident qu'un repreneur, il va également vouloir développer à sa manière, à sa main, sa ferme et les moyens de commercialisation. Donc il y aura peut-être un peu une adaptation, mais généralement ça se passe dans la discussion avec la personne qui cède son entreprise. C'est d'abord lui qui va... Enfin, c'est lui qui est concerné en premier chef par la reprise de l'exploitation et si dans le cas de la discussion on se rend compte qu'il n'y a pas de raison de continuer avec son repreneur, généralement ça se passe bien. Ensuite pour des reprises de fermes de personnes qui sont pas adhérentes, on a un peu plus la main puisqu'en fait là on va les personnes qui sont pas adhérentes, les dépôts vendeurs n'ont pas de permanence de vente à assurer, enfin en tout cas une fois ou 2 fois par an. Donc du coup, on peut avoir plus de latitude pour accepter ou refuser le nouvel agriculteur. D'accord. Vous n'avez jamais refusé une reprise d'exploitation par un associé? Non, on n'a jamais. Non, on a même eu par exemple des GAEC de maraîchers qui se sont séparés pour différentes raisons, enfin pas pour des raisons conflictuelles en tout cas, et on a été amené à donc conserver la personne qui était dans le GAEC de départ et prendre également en adhérent, enfin en coopérateur, les anciens associés du GAEC avec leur structure propre. D'accord. Et de cette question sur les associés, Elsa Bateau demandait également si vous avez eu à revaloriser les parts sociales lors d'une transmission, d'un départ ou d'une Alors arrivée. les parts sociales, elles sont valorisées tous les ans en fonction évidemment du montant des ventes qui est réalisé avec la coopérative. Donc elles sont pas, c'est la seule revalorisation qui est pratiquée. C'est simplement tous les ans la revalorisation des parts sociales en fonction de l'activité de l'année précédente. D'accord. Nous avons une troisième question. Au vu des expériences des producteurs l'ayant vécu, comment anticiper dans les statuts ou dans les discussions, dans la création des projets, les départs anticipés, les départs précipités et comment le traduire juridiquement? Donc là, on pose la question à vous, Philippe Babodou, mais également peut-être après à Marie-Odile et Yves Huguet. Comment anticiper les départs précipités? Comment anticiper un départ précipité? Ouais. C'est un peu compliqué comme question. Mais c'est une question de Laurence Rouer du réseau CIVAM et puis d'Isabelle Anonyme. Oui, non, mais c'est effectivement c'est une bonne question, mais ça peut être une question qui au premier abord peut paraître paradoxale, mais c'est vrai qu'on peut se met dans la situation d'anticiper quelle pourrait être la réaction de la coopérative en cas de départ précipité. Je sais pas, j'ai pas d'expérience en tête parce qu'en fait, nous on se prémunit par un préavis d'un mois. Donc la précipitation au maximum égale 1 mois, quoi. Donc c'est déjà peu.
Nous, dans notre situation, c'est pas forcément problématique parce que on a donc avec 57 producteurs adhérents un volant de producteurs suffisamment important pour pallier à éventuellement une difficulté sur un rayon. Mais on peut pas. Enfin, c'est toujours difficile de procéder de commencer un recrutement dans l'idée de remplacer une personne qui pourrait être éventuellement sur le départ. Enfin, je sais pas si je réponds. Enfin, j'ai plutôt l'impression de mal répondre à la question, mais j'ai pas beaucoup de choses à dire. Du coup, il y a le délai d'un préavis d'1 mois ou de 2 mois que vous avez en place qui permet d'éviter. C'est 2 mois, oui. Je veux dire, moi, c'est 2 mois, oui. 2 mois, il me semble. Marie-Odile, peut-être que vous avez quelque chose à rajouter sur les départs anticipés? Par rapport au départ précipité, moi je suis admirative de voir qu'on peut gérer ça en 2 mois. Nous, on n'en est pas capable. Mais déjà au niveau des statuts, sur ce qui concerne les remboursements de parts sociales, pour ce qui nous concerne, il y a un délai très long qui est prévu et quand on décide en conseil d'administration, au vu de circonstances particulières, d'abréger ce délai, à ce moment-là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, où il faut vraiment argumenter ce choix et pouvoir le justifier très précisément pour, si une situation identique se reproduit, appliquer la même règle par souci d'équité pour tout le monde, et si la situation est différente, pouvoir dire en quoi elle est différente. Les départs précipités, du point de vue de la coopérative, pour moi c'est toujours préjudiciable, mais c'est rarement le fait de la volonté du producteur, mais plus d'un cas de force majeure. Et dans ce cas-là, on se doit aussi d'être solidaire du producteur qui en est victime, quoi. Alors, pour apporter une précision, donc c'est vrai que les statuts des coopératives, pour le coup, puisque nos 2 structures sont en coopérative, sont un peu particuliers, c'est-à-dire qu'une démission ou un départ pendant la période d'engagement d'adhésion à la coopérative doit être accepté par le conseil d'administration. Donc ça c'est déjà un premier garde-fou. Puis ensuite pour le remboursement des parts sociales, donc on a, je crois que le remboursement peut avoir lieu dans un délai de 5 ans. Donc là aussi ça va dépendre du montant des parts sociales qui sont dues, mais on peut également discuter d'un aménagement de ce remboursement de parts sociales. Mais c'est plus faire face à la disparition du producteur et de la gamme de produits qu'il était censé vendre par l'intermédiaire du point de vente collectif qui pose problème que finalement l'aspect strictement administratif. Oui. Nous avons une autre question de Laurence Caroubi, associée au magasin Paysan Bio. Elle est pour tous les deux, Philippe Babodou et Marie-Odile Smets. Comment trouver de nouveaux associés qui ont envie de s'impliquer? Peut-être Marie-Odile en premier. Comment trouver de nouveaux associés qui ont envie de s'impliquer dans la gestion du magasin? Ma foi, la formulation de la question est bien plus simple que la réponse. Je pense que le meilleur moyen, c'est d'avoir une bonne connaissance de la personne qui est candidate. Quand un certain nombre d'adhérents connaissent par ailleurs le candidat, ça facilite beaucoup cette évaluation, j'ai envie de dire, de est-ce un bon candidat ou pas. C'est vrai que on est sur une activité commerciale et après ça peut être aussi est-ce qu'il y a vraiment un bon candidat ou est-ce que on est à même de trouver comment mettre en valeur les talents du nouvel entrant. Après, je pense que l'élément essentiel, comme on est un point de vente collectif, c'est que la personne n'est pas là pour juste valoriser ses propres intérêts et juste écouler sa marchandise, mais qu'elle a bien envie de partager un projet commun et de le faire progresser.
comment le trouver. Après, je pense que c'est vraiment une question de connaissance et d'activation de réseau qui peut être le plus efficace. D'accord. Est-ce que, Philippe, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, enfin, un ou deux points. Je pense qu'il n'y a pas. L'idée, c'est pas de trouver des producteurs pour le plaisir de trouver des producteurs, mais c'est vraiment pour répondre soit à une demande des consommateurs qui ne trouvent pas de réponse avec l'équipe de producteurs actuels, soit de venir pallier peut-être à des problèmes de rupture de stock pour certains producteurs. Moi, je pense que le plus facile, c'est d'être très clair sur notre identité. Enfin, c'est d'être déjà très clair sur qui on est, quels sont nos objectifs, comment on fonctionne. Vu de l'extérieur, Saveurs Fermières, enfin pas simplement vu de l'extérieur, mais Saveurs Fermières fonctionne assez bien. On a une bonne réputation, on est présent dans deux boutiques à Limoges, donc on est très sollicité par des gens qui souhaiteraient bénéficier de la coopérative. Ensuite, quand on explique comment on fonctionne, qu'on a un point de vente collectif, qu'on n'est pas une boutique qui pratique de l'achat-revente, que on met en avant nos valeurs collectives, qu'on explique qu'il y a des permanences de vente à tenir, on voit déjà tout de suite un premier tri qui s'opère, et ensuite les personnes qui persévèrent, généralement il n'y a pas de mauvaises surprises, mais encore une fois c'est plutôt pour faire simple, c'est peut-être une formule, mais c'est plus recruter un producteur que des produits, quoi. Voilà. D'accord, merci. On va peut-être poser une dernière question à Yves Leguet avant de clôturer la radio. Comme ça, on se prend 5 minutes supplémentaires. C'est comment estimer les bénéfices, pas uniquement économiques, mais les bénéfices générés par la démarche collective en magasin de producteurs. Donc là, c'est une question d'Adrien Boulet, de chargé de mission à Tram. Mes deux partenaires sont sans doute mieux fondés à répondre à cette question, mais je vais quand même dire ce que j'en pense. Il y a énormément de valeur ajoutée au fait d'être dans un collectif. Dès lors qu'on adhère à ces valeurs et qu'on est prêt à s'engager dans la gestion, le fonctionnement du magasin, il me semble qu'on en retire beaucoup de choses. Bon, d'abord, il y a cette idée de solidarité le mot a été cité tout à l'heure par Mario Dill, qui me semble très important. On n'est pas tout seul, on est ensemble, et s'il y en a un qui est à un moment ou à un autre dans la difficulté, eh bien il y a le groupe qui est là pour le soutenir et pour l'aider. Le fait d'être en collectif fait que on a beaucoup plus d'idées, d'initiatives et de capacités aussi de réaction, d'adaptation, de faire face aux contraintes et aux situations que celui qui est tout seul. Comment dire, il y a tout cet intérêt de se retrouver en groupe sur un marché de consommation face à des consommateurs avec qui on peut discuter, et puis cet intérêt de se retrouver avec des collègues producteurs dans les mêmes gammes ou dans des gammes complémentaires, avec qui on peut parler et se refiler des tuyaux et se conseiller mutuellement, etc. Je crois que le collectif est absolument irremplaçable. Ceux qui y ont goûté vont pas retourner tout seuls. C'est pas possible, quoi. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois les choses. D'accord. Il me semble qu'on est plus libre en collectif que seul. Voilà. Qu'en pensez-vous, Marie-Odile et Philippe? Alors moi je pense... Pardon, vas-y Marie-Odile. Marie-Odile. On est plus libre, effectivement, en termes d'organisation, où quand on est sur le point de vente, on est 100% disponible pour les consommateurs, et quand on est chez soi, on est 100% disponible pour la production.
Et ça, c'est une grande liberté et ça améliore beaucoup l'efficacité au travail, qui, je pense, est important. La dynamique, même si on est confronté à des questions d'inertie quand on travaille en collectif, ça décuple les capacités de développement de projets et de répartition de la réflexion et de l'échange. Et ça oblige chacun aussi à argumenter et justifier ses choix. Et ça, c'est une force quand on est à plusieurs qu'on peut quelquefois oublier quand on est en individuel. Philippe, vous voulez rajouter? Oui, non, moi je suis d'accord avec cette belle formule. On est plus libre en collectif que tout seul. Effectivement, des fois, tout seul, individuellement, c'est un peu une fausse liberté. On peut être coincé par le temps, on peut avoir à mener plusieurs choses de front et ne pas y arriver, alors que le collectif, évidemment, apporte cette force d'être ensemble et de créer des synergies. Oui, ça, c'est quelque chose que je partage. Oui. Mais c'est difficile. Mais le bémol, c'est que c'est quand même, c'est pas forcément quelque chose de naturel pour la plupart des agriculteurs. Donc c'est aussi quelque chose qui va se découvrir. Mais moi, j'ai des belles expériences dans notre groupe de producteurs qui pensaient être effectivement plus forts tout seuls et qui ont été amenés à complètement revoir et changer leur façon d'apprécier les choses, et y compris de développer leur exploitation agricole. Merci beaucoup pour vos témoignages, Marie-Odile Snet, Philippe Babodou et Yves Leguet. Cette 3e radio Point de Vente collectif touche à sa fin. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et posé vos questions. Certaines questions sont restées en attente, mais on ne pouvait pas répondre à toutes les questions en 1 heure. Je vous prie d'accepter mes excuses. Vous retrouverez prochainement un compte-rendu de la radio sur le site internet de Tram, à www.tram.org. Et nous mettons également l'enregistrement de cette radio sur notre site. Nous prévoyons d'organiser une prochaine radio Point de Vente collectif dans 6 mois, fin novembre, début décembre. Le thème de cette radio n'est pas défini et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les proposer. Cette radio a été réalisée avec l'appui de Marion Vandenbulk et d'Agnès Catala, également membres de l'équipe Projet Circuit Court de Tram. Et nous vous souhaitons une bonne après-midi et vous disons à bientôt pour la prochaine radio Point de Vente collectif. Au revoir.